Les petits enfants s'approchaient de moi. Mon cœur bondissait d'horreur. J'ai crié, j'ai essayé de les arrêter. Mais ils se rapprochaient de plus en plus, prêts à me déchirer. Je n'arrivais pas à croire que mes créatures se soient retournées contre moi. Le jour où tout a commencé a défilé devant mes yeux. Je me suis réveillée de très mauvaise humeur, souhaitant que la soirée arrive le plus vite possible. Aujourd'hui, c'était la journée des parents au collège. Les parents des étudiants venaient les voir. Je ne pouvais pas en supporter l'idée. Pour tout le monde, ce jour était une fête, mais pas pour moi, c'était un supplice. Et tout ça parce que j'étais une orpheline. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans. J'ai miraculeusement survécu, mais à partir de ce jour, ma vie est devenue monotone. Je me suis retrouvée dans un orphelinat. Dès le premier jour, j'ai rêvé de sortir de là. Mes vrais parents étaient des scientifiques et souvent au dîner, ils avaient de vraies discussions sur diverses théories scientifiques. Je participais avec eux. Dans ces moments-là, j'étais l'enfant le plus heureux du monde. Mais ensuite, en un instant, tout a disparu. Je ne pouvais pas oublier mes parents, mais j'espérais pouvoir trouver une nouvelle famille aimante. Bientôt, un couple a décidé de m'adopter. Je ne pouvais pas dormir à cause de l'attente de la rencontre. La rencontre s'est parfaitement déroulée. Je leur ai plu et ils m'ont emmené chez eux. Hurrah! Une nouvelle vie s'annonçait. Mais lorsque j'ai essayé de discuter d'un concept scientifique au déjeuner, mon nouveau père m'a dit qu'une fille ne devrait pas se remplir la tête avec de telles absurdités. Des absurdités? Mais c'était tellement intéressant. J'essayais d'éveiller l'intérêt pour la science chez mes nouveaux parents tous les soirs pendant 1 mois. Mais ils sont devenus plus moroses chaque jour et à la fin, ils m'ont renvoyé à l'orphelinat. Ils ont dit que j'étais un enfant trop compliqué. Quelle trahison! Ils m'ont ramené comme un jouet cassé et cette situation s'est répétée maintes et maintes fois. Je me suis retrouvée dans une nouvelle famille et quelques semaines plus tard, je les ai ennuyés avec mes conversations sur les sciences. Ils ont essayé de me rééduquer. Ils m'ont même puni. Mais à la fin, ils m'ont renvoyé à l'orphelinat. J'ai compris que quelque chose n'allait pas chez moi car aucune famille ne voulait me garder. J'ai arrêté d'espérer pour une enfance heureuse. Tout ce que j'avais en moi était la colère contre ces soi-disant parents d'accueil. La seule chose qui m'aidait à me distraire de ces pensées était les livres. Je lisais beaucoup et j'ai commencé à m'intéresser à la robotique. Et dès que j'ai eu 16 ans, je suis entrée dans l'université scientifique la plus prestigieuse du pays, avec une bourse d'études, et j'ai choisi la robotique. Et je m'en sortais plutôt bien. Mon modèle de robot était presque indiscernable d'un humain. Après un tel succès, on m'a attribué une pièce séparée pour le laboratoire, où je pouvais vivre et continuer à améliorer mes robots. La vie s'améliorait et les pensées tristes concernant ma famille ne me visitaient plus. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise à côté de mon amie Rebecca. Elle avait l'air très heureuse, parce que sa mère, son père et son petit frère sont venus la voir aujourd'hui. Quoi? Mais je pensais que tu étais fille unique. Rebecca a répondu qu'elle était en réalité un enfant unique et qu'il a été adopté par ses parents lorsqu'elle est entrée au collège. Mais maintenant, ils vont le renvoyer, a répondu Rebecca d'un air jovial. Il est très bruyant et gâche constamment tout. C'était comme si un seau d'eau glacée avait été versé sur moi. Tout était mélangé dans ma tête, mais une pensée est ressortie clairement. Je n'étais responsable de rien. C'était à propos des parents d'accueil. Ces monstres refusaient des enfants et ruinaient leur destin. Et puis un plan de vengeance est apparu dans ma tête. C'était maintenant au tour des enfants de gâcher la vie des parents irresponsables. Après ça, j'ai travaillé chaque minute libre pour améliorer mes robots. Je les ai rendus indiscernables des enfants ordinaires. Mais bon sang, je n'y arrivais pas. Les bobos robots se figeaient, commençaient à parler avec des voix d'adultes, les yeux révulsés. J'étais désespérée. Mais la phrase de papa résonnait toujours dans ma tête. Et je m'en suis souvenue pour toujours. Si quelque chose n'a pas marché, essaye encore. J'ai travaillé sur les robots pendant des jours et des nuits, et je pense avoir réussi. Il y avait plus d'une douzaine de modèles de robots d'âge différents, de 4 à 8 ans, devant moi. C'était maintenant la partie la plus importante du plan, le développement d'une application pour un orphelinat. Bien sûr, ce n'était pas réel, mais personne n'avait besoin de le savoir. Cette application devrait permettre d'adopter un enfant sans tous ces problèmes de papier. On se connecte, on choisit une photo et une description de l'enfant, et en une journée, il pourrait faire partie de la famille. Aucun contrôle. J'ai téléchargé les photos de mes bébés robots et j'ai lancé l'application sur internet. 10 minutes plus tard, nous avons reçu une notification concernant le premier téléchargement de l'application. Et puis un autre. Et un autre. Et là, le premier message. Eh bien, mademoiselle Travis, bien sûr.
Ce garçon sera avec vous demain. Je me sentais exaltée. J'ai conduit le bébé robot jusqu'à la maison de Mademoiselle Travis. J'ai sonné à la porte et j'ai disparu. L'essentiel était qu'il ne découvre pas à quoi je ressemblais. Mademoiselle Travis ouvre la porte d'entrée, surprise de voir l'enfant sur le pas de sa porte. Elle le prend dans ses bras et le conduit dans la maison. Le lendemain, elle a écrit un message avec une critique enthousiaste et a dit qu'elle recommanderait cette application à son ami. Et son ami l'a recommandée à son ami. Bientôt, 20 familles sont devenues les heureux parents de bébés robots. J'ai observé l'idylle familiale à l'aide de petites caméras vidéo montées dans la pupille de mes bébés. Mais à bas le sentimentalisme. J'ai entré une nouvelle ligne de code dans le programme de mes robots. Et puis je me suis assise devant les écrans et je me suis préparée. Le spectacle va commencer. Une demi-centaine de mes robots enfants se sont figés, ont redémarré et ont commencé à saccager le gaffe. Ils ont pris la vaisselle, déchiré le papier peint, cassé les meubles. Les parents étaient désemparés. Ils ont essayé de les calmer, mais en vain. Certains ont même commencé à crier sur leurs enfants. Les gens sont fous. Toutes les personnes devraient passer des tests de compatibilité avant de décider d'adopter des enfants. Après quelques minutes, mon téléphone a vibré. Les messages ont commencé à affluer sur mon compte personnel. Nous voulons rendre l'enfant. Pas question. J'ai immédiatement envoyé un message en réponse avec une assignation au tribunal. Si vous décidez de vous plaindre à quelqu'un, vous risquez la prison. Vous avez adopté des enfants illégalement. Je me suis sentie ravie. Après tout, ces monstres auraient immédiatement renvoyé les enfants aux orphelinats. J'étais heureuse de penser que la justice était rétablie. À ce moment-là, une demande d'adoption d'un enfant est venue d'un certain Dave Bru. J'ai observé son profil. Dans la colonne activité, il avait écrit scientifique. J'ai immédiatement pensé à mon père et une boule m'est venue à la gorge. J'avais besoin de rassembler mes pensées. C'était un autre monstre qui devait avoir ce qu'il méritait. Félicitations, Dave Bru. Demain, vous deviendrez père. J'ai mis le robot bébé dans un fauteuil et je l'ai emmené dans la maison de ce scientifique. Regardons ton comportement, papa. Dave Bru se révélait être un père étonnamment patient et attentif. D'après ce que j'ai compris, il vivait seul, mais il ne quittait pas l'enfant une minute. Il a même déplacé le berceau sur son lieu de travail. C'était si touchant. Brrr, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je savais que c'est hypocrite de traiter les enfants de cette façon, parce qu'ils étaient obéissants. C'était facile d'aimer l'enfant parfait. Mais maintenant, tout allait changer. J'ai apporté des modifications au code et redémarré le programme. C'était exactement la même chose que la première fois. L'enfant a commencé à être capricieux et à tout casser autour de lui. J'ai regardé tous les écrans et j'ai pris plaisir à voir les parents d'accueil souffrir. Mais un des écrans a soudainement clignoté et s'est éteint. Qu'est-ce que c'est? C'était le bébé de Dave Bru. Qu'est-ce qui n'allait pas? Cela n'était jamais arrivé d'avant. Peut-être que quelque chose a mal tourné après le redémarrage. J'ai essayé de trouver une erreur dans le code en me connectant à ce robot particulier, mais soudain, le message « Connexion interrompue » a apparu à l'écran. J'ai essayé de reprendre le programme, mais en vain. Il était minuit passé, j'ai donc mis le programme en redémarrage et je me suis allée me coucher. Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit, mais j'ai pensé aux lignes de code. Rien n'aurait pu se briser s'il n'y avait pas d'interférence externe. Terrifiée, j'ai sauté du lit et couru vers les écrans. Ils étaient tous désactivés. Chut! Comment c'était possible? Soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant du couloir. Il y avait quelque chose qui grinçait, craquait, grondait et s'approchait de moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai attrapé un morceau d'un kit de construction métallique et en essayant de ne pas faire du bruit, je suis allée dans le couloir. Je m'attendais à voir une bande de voleurs, mais des dizaines de robots couraient dans mon appartement. Mes robots, ils ont tout détruit. J'avais très peur et je suis retournée lentement me cacher. Mais tous les robots se sont retournés vers moi en un instant. Quelle horreur! Je me suis précipitée dans la pièce, mais ils m'avaient dévancée et m'ont entourée. J'étais sous le choc. J'ai crié des ordres d'arrêt, mais n'ont absolument pas écouté et m'ont serré. Ils étaient sur le point de me tuer. Ils ont déjà levé les mains au-dessus de moi et j'ai fermé les yeux me préparant au pire quand soudain, une voix d'homme a retenti dans la pièce. Stop! Et les robots se sont figés. J'ai lentement tourné la tête. Dave Bru, ce scientifique, se tenait à l'entrée. Comment est-il arrivé ici? Dave a dit qu'il avait réalisé presque immédiatement que l'enfant n'était pas réel. Il a déchiffré le code et a donné aux robots la tâche de trouver la source du signal. Tous les robots étaient connectés au même réseau, donc ils sont tous allés automatiquement à la source. Dave m'a demandé pourquoi j'avais créé de faux enfants. J'ai refusé de répondre, mais Dave a donné un ordre aux robots et ils ont continué à s'approcher. J'ai cru que j'allais tout lui dire. Dave a arrêté le robot. Et j'ai commencé avec enthousiasme à raconter mon histoire. Mon enfance dans un orphelinat, ma haine des parents d'accueil,
Ma vengeance. Je pensais que Dave ordonnerait au robot de me mettre en pièces. Mais au lieu de cela, Dave a soudainement baissé les yeux, s'est assis sur le sol et a commencé à raconter pourquoi il avait décidé d'adopter un enfant. Il s'est avéré qu'il y a 1 an, il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture et qu'il n'arrivait toujours pas à en se remettre. Il a dit que c'était insupportable pour lui et qu'il espérait d'essayer de recommencer sa vie en adoptant un enfant. Je ne l'aurais jamais renvoyé à l'orphelinat, termina Dave abruptement. Puis, il a ajouté que même s'il y avait de mauvaises familles d'accueil, il y avait plein de bonnes personnes dans le monde qui étaient prêtes à aimer un enfant. Peu importe ce qu'elle était. J'ai failli fondre en larmes. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit d'une sirène derrière la fenêtre et 1 minute plus tard, la police a fait irruption dans la maison. Il s'est avéré que c'est Dave qui les avait appelés. Il n'allait pas me tuer, mais je devais réaliser les conséquences de mes actes. Le tribunal m'a déclaré coupable et maintenant je suis en prison depuis 2 ans. Pendant cette période, j'ai réussi à repenser et à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, le fait que le passé ne peut jamais être changé, que la vengeance n'a donc aucun sens, mais qu'il en est notre pouvoir de rendre le présent meilleur. Dave me rend visite chaque semaine. Il s'est avéré que nous avons beaucoup de choses en commun. Je pense que je suis définitivement reconnaissante pour lui. Et il semble que ce soit réciproque. Vous avez aimé cette histoire? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci! Je marchais dans une chambre d'hôpital froide. Il y avait des corps couverts partout et une odeur étrange. Un autre tour et voilà le bureau dont j'avais besoin. Je suis entrée, j'ai fait un signe de tête au médecin-chef et j'ai mis avec confiance l'enveloppe avec l'argent sur la table. Pour cela, il a souri et m'a remis une pile de papiers de décès et d'adoption. Génial! J'ai rapidement quitté l'hôpital, je suis montée dans la voiture. Et bientôt, j'étais dans le bâtiment de fonds d'aide sociale. Un client m'y attendait. Je lui ai donné le document et quelques minutes plus tard, il est revenu et m'a remis une enveloppe avec l'argent. Waouh! C'était un vrai travail de rêve. Mon programme fonctionne ainsi. J'achète des documents pour des enfants conditionnellement morts, soit ils ont disparu, soit ils se sont enfuis d'un orphelinat et ensuite je les fais passer pour vivants. Falsifiant les documents. Je vends ces documents à des clients et l'État leur paye des prestations pour les enfants prétendument adoptés. Et moi j'obtiens un bon pourcentage. Beaucoup de gens me jugeraient, mais je n'ai pas honte. Le fait que mon père est mort il y a quelques années. Toute ma vie, mon père a honnêtement travaillé pour l'État pour nous nourrir, mais il a eu un cancer. Il a eu besoin d'une opération coûteuse, mais l'État ne nous a pas donné 1 centime. Nous n'avions pas de mère, et puis mon père est mort. J'ai donc décidé que si les autorités ne se souciaient pas de ma famille, alors j'allais pas vivre selon leurs lois. Et j'ai vite appris que l'État paye une somme considérable pour l'adoption d'un enfant. C'est alors que j'ai inventé cette arnaque. J'ai trouvé une liste d'enfants qui étaient déjà formellement morts, et j'en ai rapidement adopté plusieurs. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas adopter tous les enfants moi-même, car les services publics pourraient se douter de quelque chose. Mais je ne pouvais pas renoncer à la mine d'or. J'ai commencé à chercher des filles qui étaient prêtes à se remplir les poches. Et donc, après une autre transaction, je rentrais chez moi avec une bonne somme d'argent. Je vais bientôt devenir millionnaire. Quand je suis arrivée à mon chalet, j'ai vu un flic qui se tenait à la porte et tenait la main d'un sale garçon. Peut-être il s'est trompé de maison. Mais quand le policier m'a vu, il a demandé mon nom et, tout content, m'a dit que la patrouille avait trouvé mon fils Peter à la frontière. J'ai rien compris. Mais alors, je me suis souvenue. Parmi mes premiers adoptés se trouvait un certain Peter. Il était inscrit comme disparu, mais mon ami, le médecin-chef, lui a facilement fait des papiers. J'ai fait semblant que tout allait bien et j'ai surmonté mon dégoût pour le ragamuffin. Je l'ai pris par la main et avec un sourire forcé, j'ai commencé à remercier le policier pour son aide. Après cela, j'ai rapidement poussé mon pseudo-fils dans la maison et j'ai commencé à demander ce qu'il voulait de moi. Pourquoi diable a-t-il ressuscité? Mais le petit Pete a dit qu'il n'était pas content de me voir non plus. Il s'est avéré qu'il y a 6 mois, il s'est enfui de l'orphelinat pour aller chercher des amis au Mexique. Il serait déjà allé, mais ils l'ont attrapé. Je viens de me mettre dans le pétrin. Il faut que je m'en débarrasse au plus vite. Alors, les orphelinats, les gardes-frontières et tous les autres, ils aiment l'argent. Ça devrait marcher. J'ai pris un paquet du coffre-fort et je lui ai donné. Donne-le aux gardes-frontières et garde-en pour toi. Mais Pete a dit que l'argent ne l'aidera pas et qu'il avait besoin d'un adulte pour l'aider à passer officiellement la frontière. Quel petit malin. Je voulais le jeter dehors, mais il semblait savoir que je ne lui cachais quelque chose. Il m'a dit que si je refusais de l'aider, il dirait au policier que je n'étais pas sa mère adoptive. Petit bougre! J'ai essayé de me calmer, je ne voulais pas aller en prison. Très bien. Je l'emmène à la frontière rapidement et tout de suite.
Avec un soupir, je suis retournée à la voiture, je me suis mise au volant. Peter a sauté dans le siège adjacent et nous sommes partis. Pour me débarrasser de l'enfant le plus vite possible, j'ai décidé de prendre un raccourci vers la frontière et de passer par le canyon. Pete n'a pas dit un mot de tout le trajet. J'étais surprise. Les enfants pouvaient-ils être aussi calmes? J'étais aussi silencieuse. De quoi devrais-je parler avec un enfant? Et puis quand nous sommes passés près du canyon, j'ai entendu un bruit étrange et la voiture s'est mise à trembler. J'ai ralenti, puis je suis sortie de la voiture. Merde! La roue de droite était cassée. Je voulais appeler une dépanneuse, mais il n'y avait pas de réseau. Stupide canyon. Mais il devait avoir une ville à côté. Nous avons laissé la voiture en route pour l'autoroute. Pete voulait me soutenir, mais je lui ai dit de se taire. C'était de sa faute. Après une heure, j'étais terriblement fatiguée. Mon corps me faisait mal. C'était en fin d'après-midi que nous sommes arrivés dans une misérable petite ville qui ressemblait plutôt à un village. J'espérais qu'il y avait un endroit où passer la nuit. J'ai dit à Pete que je paierais pour notre chambre d'hôtel. Et le matin, nous allions à la frontière avec le premier bus. J'ai commencé à chercher mon portefeuille, mais je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans la voiture. Où allons-nous dormir maintenant? Je n'avais plus la force, alors je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer. Pete m'a traité de mauviette et est allé à la maison la plus proche pour demander un endroit où dormir. Mon Dieu, comme c'est humiliant, je ne vais pas devenir une mendiante. Mais il faisait déjà nuit et je commençais à avoir froid. J'ai dû laisser tomber ma fierté et je suis allée chercher Pete. Nous avons frappé à toutes les maisons et finalement nous avons eu de la chance. Une vieille femme nous a laissé passer la nuit dans sa cabane. Et comme c'était misérable, des murs miteux tout autour de nous, il n'y avait même pas un lit dans la chambre. C'est comme quand j'étais enfant. Mon père travaillait comme un fou pour subvenir à nos besoins, et nous vivions toujours dans une pauvre cabane. Je me suis allongée sur le sol, mais je n'ai pas pu dormir. Pete me regardait fixement quand je me retournais, et puis il est parti. « Eh, où vas-tu, petit ?» Il est revenu quelques minutes plus tard avec quelques sacs et du foin, en expliquant qu'il les avait pris dans la grange de la vieille femme. Pete a rempli les sacs à la hâte et les a posés par terre en disant que ce serait plus pratique pour nous. Waouh! Ce Pete est un garçon pratique. Pete a admis qu'il aimerait vivre comme un adolescent normal, mais aucune aide n'était à sa portée. Ces mots m'ont marqué. J'y avais pensé aussi après la mort de mon père. Étonnamment, j'avais quelque chose en commun avec ce garçon. Je me suis immédiatement endormie sur le tapis moelleux. Mais au bout de quelques heures, j'ai senti quelqu'un me secouer l'épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? Pete m'a expliqué que nous étions en retard pour le bus. La propriétaire de la cabane a dit qu'il partait dans moins d'une heure. Merde! Nous avons traversé la ville en courant. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Mais un arrêt de bus est apparu au loin et aux côtés de lui se trouvait une boîte qui ressemblait à un camion. Il s'est avéré que les locaux le considéraient comme un bus. L'arrière du camion était déjà plein à craquer avec des cages à poulets mélangées à des personnes. Il n'était pas question que j'y aille. Mais Pete a joyeusement grimpé à l'arrière du camion et a tendu la main. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir. En me passant le nez, je suis montée dans le camion et avec un énorme fracas, on a rejoint la route. C'était terrible de rouler à l'arrière du camion. Nous rebondissions sur chaque bosse et une puanteur étouffante venait des poules. Peter a essayé de me distraire et a commencé à me raconter des histoires sur son évasion. Au début, je ne voulais pas écouter ces absurdités, mais Pete plaisantait. Et comment n'est-il pas contrarié par une vie si dure? Je l'ai soutenu et je lui ai parlé de mon père, et à quel point il avait été traité par cruauté par le gouvernement. Pete a écouté avec sympathie, et à un certain moment, je me suis même sentie soulagée. Enfin, quelqu'un m'avait compris. Peut-être que tous les enfants du monde n'étaient pas si terribles. Puis je remarquai qu'un homme hirsute me regardait impoliment. Il a attiré mon attention et m'a fait un compliment vulgaire. L'audace de cette brute! Je l'ai immédiatement réprimandé, ce qui l'a contrarié. L'homme a commencé à s'approcher de moi. « Hé, ça suffit !» Nous allions si vite qu'il était impossible de sauter. Et le méchant rustre tendait déjà ses mains sales vers moi. C'était la fin. Mais soudain, Pete s'est interposé entre nous et a demandé à l'homme de me laisser tranquille, et d'un seul geste, il l'a fait tomber. J'étais choquée. Comment connaissait-il de telles techniques? Pete a répondu qu'au orphelinat, il avait dû apprendre à se défendre. Waouh! Ce gars serait bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ce garçon ne semblait pas du tout avoir une enfance normale. Soudain, le camion a freiné brusquement et tous les passagers sont tombés au sol. Que s'est-il passé? Puis le chauffeur en colère s'est approché de nous et nous a dit, à Pete et moi, de sortir du camion. Attendez, on se défendait. Mais le chauffeur s'en fichait. Il s'est remis au volant et est parti rapidement, nous laissant dans un trou perdu. J'étais désespérée. Comment allons-nous arriver à la frontière maintenant? Mais je remarquai un signe. Il s'est avéré qu'il n'était qu'à quelques kilomètres de là.
Pete s'est réjoui et a dit que ses amis au Mexique l'attendaient probablement. Avec le dernier de nos forces, nous avons avancé vers la route. À l'un des virages, il y avait des enfants maigres aux vêtements en haillons. J'ai essayé de me détourner, mais tout à coup j'ai réfléchi. J'avais toujours été ennuyée par ces enfants auparavant, mais maintenant, j'ai soudain senti une forte empathie pour eux. Je suis allée les voir, je leur ai demandé où étaient leurs parents. Un garçon a répondu d'une voix faible qu'il n'y avait pas de parents. Ils étaient tous orphelins. C'était comme être poignardé avec un poignard. Grâce aux arnaques, je suis rapidement devenue riche, mais à la fin, j'ai tout dépensé pour quelques breloques. Mais cet argent pourrait aider d'autres enfants qui ont plus de problèmes que moi. Comme Pete. Puis je regardais en arrière et j'ai réalisé que Pete avait disparu. Où diable a-t-il pu aller? Dans la panique, j'ai demandé aux gars. Ont-ils vu où il s'est enfui? Mais ils ont juste haussé les épaules. J'ai continué à courir, essayant de savoir si les passants occasionnels avaient vu Pete. Et soudain, un habitant du coin s'est souvenu qu'il avait vu un garçon capturé par des gangsters du coin. Mon Dieu, c'est peut-être Pete! Il a montré du doigt une cabane abandonnée au fond du canyon, le repère du gang. Il y a de fortes chances qu'il ait été traîné. Avant de pouvoir finir d'écouter, je me suis précipitée et j'ai couru à la cabane. Dans une des fenêtres, j'ai vu Pete. Il était déjà approché par des types costauds avec des bâtons. Oh, merde. J'ai hésité. Je n'ai pas eu à risquer ma vie pour Pete parce qu'il n'était pas mon fils. Mais il avait tant fait pour moi et maintenant il était en difficulté. Pourquoi je bougeais pas? Je devais agir rapidement. Dans une course désespérée, j'ai sauté par la fenêtre et j'ai poussé un des sportifs qui se tenait à l'entrée. « Cours, Pete !» Pete a profité du moment et a immédiatement couru vers la porte. J'ai couru après lui mais un des gars m'a attrapé. Et puis j'ai vu Pete. Il a rapidement frappé le grand type avec une planche et nous sommes enfuis aussi vite que possible. Dans la soirée, nous avons continué notre chemin vers la frontière. Et nous y étions enfin. Il y a eu une pause gênante lorsque Pete a regardé en bas, embarrassé, et m'a remercié pour mon aide. Et j'ai soudain réalisé que je ne voulais pas le laisser. Je m'étais tellement attachée à Pete pendant cette période. Je l'ai serré tendrement dans mes bras et j'ai éclaté en sanglots. Nous avions traversé tant de choses ensemble. On aurait presque dit que Pete pleurait lui aussi. Mais nous savions tous les deux que tout parcours a une fin. Je regardais Pete partir jusqu'à ce qu'il soit hors de ma vue. J'espère que tout ira bien pour lui et qu'il serait certainement heureux. Il était temps pour moi de revenir dans ma vie et je pensais savoir comment la changer maintenant. Je suis rentrée chez moi en toute sécurité. Il y avait beaucoup d'argent dans le coffre-fort, mais j'en étais plus heureuse. Je me sentais plus seule que jamais. Soudain, quelqu'un a sonné à la porte. Ça pourrait être Pete! J'ai soudain pensé et j'étais contente de cette pensée, j'ai couru à la porte. Mais ce n'était qu'un livreur. Et puis une idée m'est venue. Et si j'adoptais un enfant, mais cette fois-ci, il serait bien vivant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. J'étais si heureuse de rencontrer enfin les parents de Pete. Nous approchions déjà la maison et ses parents nous ont rejoints sur le seuil. Quand je me suis approchée un peu plus près, j'ai pu voir leur visage. Oh mon Dieu, ce sont ces mêmes personnes pour lesquelles j'ai accepté de devenir mère porteuse et de porter leur enfant. Bien sûr, Pete ne savait rien. J'ai dû faire cela pour payer le traitement de ma jeune sœur. Milana avait besoin d'une greffe de rein en urgence. Les médecins ont promis de faire de leur mieux. Mais il fallait que je trouve l'argent. Nos parents étaient morts depuis longtemps et il n'y avait personne d'autre pour nous aider. Mais le montant était énorme. Où pourrais-je trouver une telle somme? J'étais désespérée. J'ai passé toutes les journées à chercher du travail et je suis soudain tombée sur une annonce concernant la recherche d'une mère porteuse pour un couple de personnes âgées. On m'a proposé beaucoup d'argent pour cela. Cela devrait suffire. Je me suis fait tester, j'ai subi quelques procédures et très vite le médecin m'a dit « Vous êtes enceinte ». Je ne pouvais pas croire que j'avais fait ça, mais j'étais prête à tout pour sauver ma sœur. Quand mes parents sont partis, nous étions toutes seules. Nous avons promis de s'entraider et de rester ensemble. J'ai reçu un montant important à l'avance et j'ai immédiatement apporté l'argent à la clinique. Je n'ai rien dit à mon petit ami Pete. J'avais peur qu'il me quitte tout de suite. Et donc, il n'a pas remarqué. J'ai dû mentir en disant que je partais pour un an, en dehors de la ville, pour me préparer à l'université. Il semblait y croire. Pete était mon premier amour. Je voulais l'épouser. Et maintenant, il me présentait à ses parents. C'était tellement excitant. Autant pour une connaissance. Qui aurait cru que je portais un enfant pour eux? J'ai dit à Pete que j'avais eu une intoxication alimentaire. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi en courant. Soudain, le téléphone a sonné. C'était Pete. Je me suis préparée au pire. Mais il a dit qu'il comprenait que cela devait être excitant de rencontrer les parents du futur mari. Puis,
Il a ajouté que ce n'était probablement pas la meilleure manière de faire connaissance, car ils ont récemment eu une grosse dispute avec lui parce qu'il traînait toujours très tard, et ses parents étaient inquiets et dormaient mal. Après cela, Pete m'a proposé de m'aider à déménager de la ville, mais j'ai insisté sur le fait que je pouvais m'en occuper moi-même. Le lendemain, j'ai déménagé toutes mes affaires dans la maison de campagne. Dès que j'ai déballé, j'ai eu l'impression que Pete me manquait déjà, mais je m'en suis remise, pourvu qu'il n'apprenne pas que j'étais enceinte. C'était la seule façon de sauver notre relation. Je venais de m'allonger sur le canapé avec mon livre quand on a sonné à la porte. Qui était-ce? Dans ma confusion, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Pete avec une énorme valise. Pete a dit qu'il avait compris qu'il voulait vivre avec moi et qu'il ne me dérangerait pas dans mes préparatifs pour l'université. Je ne savais pas quoi dire. N'importe quelle fille dans ma situation aurait été heureuse, mais j'étais terrifiée. Il allait bientôt découvrir ma grossesse. Nerveuse, j'essayais de lui dire qu'il s'ennuierait ici, sans boîte de nuit, sans fête. Mais Pete a dit de ne pas s'inquiéter. Ses amis pourraient venir en voiture. Et ce soir, il allait y avoir la première fête en l'honneur de notre déménagement. J'étais prête à pleurer. Mais j'ai décidé de dire à Pete d'aller en ville juste après la fête. J'avais besoin d'être seule ici. Lorsque les invités ont été rassemblés, Pete a offert de boire à l'hôtesse. Tous les yeux se sont retournés vers moi. Je pouvais à peine contenir mon excitation. Je n'étais pas autorisée de boire de l'alcool. Nerveuse, j'ai demandé de l'eau. Pete a répondu avec impatience qu'il n'avait pas remarqué mon envie de mener une vie saine avant. Puis Archie, son meilleur ami, s'est approché de moi. Je ne l'avais vu que 2 ou 3 fois auparavant, mais je savais que tout le monde pensait que c'était un type bien. Et Archie avait aussi de l'eau dans son verre. Il a dit que pour être de bonne humeur et s'amuser, on n'avait pas besoin de boire. Mais Pete a intervenu et a dit qu'il savait comment m'empêcher de me morfondre. Il avait apporté ma nourriture indienne préférée avec lui. Mais l'odeur du curry m'a rendue malade et j'ai immédiatement couru aux toilettes. À mon retour, Pete m'a dit avec colère: « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai hésité et il s'est retourné, partant vers ses invités. Ce n'était certainement pas le moment de parler de mon désir d'être seule. Pete était déjà en colère contre moi. Mais le bon moment pour envoyer Pete au loin n'est pas venu. Au fil des jours, mon estomac a continué à grossir et mes hormones ont transformé mon humeur en montagne russe. Un matin, je me suis réveillée dans un état terrible. Mes jambes étaient enflées et j'avais mal à toucher mes seins. Et puis j'ai vu un message manqué sur mon téléphone. C'était de Pete. « N'oublie pas, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. L'appel est à 19h. » J'espère que cette fois-ci la connaissance se fera. Merde. J'ai promis d'y aller. Cette fois, je ne pouvais pas m'en tirer. Je devais donc m'assurer qu'ils ne me reconnaissent pas. En désespoir, j'ai mis un vieux chandail bien large. J'ai attaché un foulard sur ma tête et j'ai mis des lunettes de soleil. Pete est revenu et m'a regardé fixement. Est-ce que j'allais porter ça? Mais je me suis empressée de répondre qu'il n'y avait pas le temps de changer. Les parents de Pete se sont regardés bizarrement pendant tout le dîner. Est-ce qu'ils m'ont reconnu après tout? Et à la fin, sa mère a dit qu'ils avaient de bonnes nouvelles, qu'ils allaient bientôt avoir un enfant. Pete était stupéfait. Il ne comprenait pas comment cela était possible à son âge. Mais sa mère a bégayé qu'il avait trouvé une excellente mère porteuse et qu'elle portait déjà son futur frère ou sa future sœur. Ouf. Alors, ils ne se sont pas rendus compte que c'était moi. Et puis Pete a fait une remarque en riant que seuls des idiots accepteraient de porter l'enfant de quelqu'un d'autre pour de l'argent. Mais il savait quoi? J'ai cru qu'il avait tort et retenant à peine mes larmes, j'ai couru dans la rue. Pete m'a rattrapé et m'a dit qu'il était enfin fatigué de mes caprices. Tu sais, on ferait mieux de se séparer et de faire une pause, l'un de l'autre, a-t-il dit. Quoi? Pete a ajouté qu'il voulait rester avec son ami Archie, le gars de la fête, pendant une semaine. Ça m'a fait mal d'entendre ça, mais c'était peut-être encore mieux, parce que si nous rompions, Pete ne verrait pas mon estomac grossir. À la maison, Pete a fait ses bagages et est parti immédiatement. Archie l'attendait devant la maison. Je suis allée prendre un bain pour me détendre. Puis j'ai entendu un bruit dans le couloir. Pete était-il revenu? Toutes mes affaires étaient dans la chambre. Il allait voir mon ventre. J'ai mis une robe de chambre et j'ai décidé de me faufiler dans le salon. J'ai essayé de bouger le plus silencieusement possible, mais je pouvais à peine bouger mes jambes gonflées. Et puis j'ai vu Archie, l'ami de Pete, debout devant moi, stupéfait. Il m'a expliqué maladroitement que Pete avait oublié sa chemise et lui a demandé de la ramasser pour ne pas me voir. Il a regardé mon ventre. Il était parfaitement visible sous la robe. Bon sang, il allait le dire à Pete maintenant. Je me suis sentie étourdie par la peur et j'ai commencé à tomber. Archie a immédiatement couru vers moi et m'a aidé à m'asseoir sur le canapé. Des larmes me sont montées aux yeux. Archie, je ne voulais décevoir personne.
Et puis j'ai dit que je portais l'enfant de quelqu'un d'autre pour sauver ma sœur. Après cela, Archie a fixé un point pendant longtemps et s'est tu. Je n'aurais pas dû en parler. Mais ensuite, il a prononcé les mots qui m'ont fait frissonner. Il a dit que si quelque chose arrivait à son proche, il ferait aussi tout pour l'aider. Puis Archie a remarqué que mes jambes étaient très enflées. Il a dit que lorsque sa mère était enceinte de son petit frère, il lui faisait souvent des massages. Il a proposé de m'aider. J'étais stupéfaite, mais j'ai accepté. Mes jambes me faisaient vraiment très mal. Et juste au moment où Archie a commencé à me masser, j'ai entendu « Qu'est-ce qui prend autant de temps à Archie ?» Et soudain, Pete était dans la pièce. Dans un élan de rage, il a crié qu'il n'était pas le moins du monde, surpris que je lui trompais déjà. « Pete, attends, tu t'es trompé !» Je croyais que le monde s'était écroulé. Que se passerait-il maintenant? J'ai continué à appeler Pete pendant la semaine suivante, mais il semblait m'avoir bloqué. J'étais dans un état terrible, mais je savais que je devais me ressaisir. Au moins pour le bien de ma sœur Milana. J'essayais de sortir du lit, puis j'ai entendu des bruits de pas en bas. Pete? Mais c'était encore Archie. Il m'a apporté un sac entier de fruits. Je lui ai demandé pour Pete. Était-il encore en colère contre moi? Puis Archie m'a pris ma main et m'a dit que je n'avais pas besoin de Pete. Tout ira bien. Et Archie s'occuperait de moi. Mais Pete s'est trompé. Je ne l'ai pas trompé. Je ne faisais que porter un bébé pour ma sœur. Et cela faisait si longtemps que je ne lui avais pas rendu visite à l'hôpital. Et soudain, Archie a dit. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. J'étais triste en pensant que Pete n'avait jamais été aussi intéressé par elle. Pete disait toujours « Tu dois changer » et m'invitait à une autre fête. J'ai accepté et Archie et moi sommes allés à l'hôpital. Et ce n'est qu'en entrant dans la chambre que j'ai vu que ma petite sœur avait enfin retrouvé la raison. Mais le médecin, debout à côté du lit de Milana, m'a dit de ne pas être trop heureuse. L'état de Milana est instable et le nouvel organe risque de ne pas s'établir. Mais le principal, c'est qu'elle était déjà réveillée. Archie et moi avons rendu visite à Milana presque tous les jours. Tout semblait bien se passer. Elle allait rapidement mieux. Au début, j'étais un peu inquiète de la façon dont ma sœur allait accepter Archie, mais il semblait qu'ils s'entendaient rapidement. Ils ont passé des heures ensemble à discuter de bande dessinée et à dessiner un maquillage de super-héros. J'étais si heureuse. J'étais surprise de voir que je semblais m'attacher à Archie moi aussi. Un jour, nous revions de l'hôpital et Archie m'a demandé de passer dîner dans un café. J'ai hésité car c'était le café préféré de Pete. Je ne savais pas quoi faire, mais je pensais que toute cette histoire avec Pete était du passé et j'ai quand même accepté d'y aller. Et dès que nous avons commandé, Archie, embarrassé, a dit qu'il m'aimait beaucoup depuis longtemps. J'étais confuse. Mais Archie a ajouté qu'il ne pouvait pas l'admettre à cause de Pete. J'ai senti mes joues rougir, et à ce moment, j'ai vu Pete entrer dans le café. Il avait le bras autour d'une blonde. Comment a-t-il osé? Puis j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était de l'hôpital. Le médecin a écrit que le rein ne s'était toujours pas établi, que Milana avait besoin d'urgence d'un nouveau donneur. J'ai essayé de me lever et soudain j'ai senti que mon os semblait se rompre. Le sol s'est à nouveau effondré sous mes pieds et je suis tombée dans l'obscurité. Je me suis réveillée à l'hôpital. Archie était introuvable et le bébé non plus. Et Milana? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais la porte s'est ouverte et les parents du Pete sont rentrés, acclamant, serrant un petit paquet de bébés sur leur poitrine. Le médecin m'a également remis une sorte d'insigne de super-héros. C'était l'insigne préféré de Milana. Qu'est-ce que cela signifiait? Le médecin a dit que ma sœur s'était déjà remise de la deuxième opération et a même demandé à me passer ce badge en signe de gratitude. Je n'ai rien compris. On a réussi? Quand ont-ils trouvé le donneur? Le médecin m'a regardé avec surprise et m'a dit que c'était mon ami qui avait donné son rein. Archie? Le médecin a regardé le dossier et a hoché la tête. Les larmes coulaient sur mes joues. Un mois plus tard, Milana, Archie et moi sommes allés à l'océan. J'ai regardé les vagues et j'ai pensé, comme c'était grand quand les difficultés étaient dans le passé, et maintenant il y avait une nouvelle vie heureuse devant nous trois. Je me suis tournée vers Archie et je lui ai dit « Merci Archie. Tu es mon super-héros. » Milana a souri joyeusement. En fait, la fille à laquelle j'ai donné naissance s'appelait Milana. Nous lui rendons parfois visite avec toute la famille. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci.